Le détroit d'Ormuz, un passage où les extrêmes se transforment en sagesse. Vous pensez que vous comprenez déjà la géographie de ce corridor? Vous croyez qu'elle se réduit à un point de tension géopolitique, un goulot d'étranglement étouffant sur la carte énergétique mondiale, parce que c'est la seule narration que les médias conventionnels offrent. Mais vous êtes-vous arrêté pour imaginer comment un îlot aride où la chaleur peut vaincre la volonté humaine et où chaque goutte d'eau douce vaut de l'or est devenu le théâtre d'ambitions impériales à travers les siècles? Pourquoi les navigateurs légendaires, de Marco Polo à Alfonso d'Albuquerque, ont-ils risqué leur vie pour marcher sur ce territoire brûlé par le sel? Oubliez les titres de journaux et les gros titres sensationnalistes. Ormuz n'est pas un poste militaire monotone. C'est un lieu où des masses de sel émergent de la terre en teintes arc-en-ciel, où des canyons d'argile rouge profond, qui rappellent la surface de Mars, se précipitent directement dans le bleu foncé du golfe Persique. C'est une civilisation qui persiste, non par abondance naturelle, mais par la capacité extraordinaire de transformer la dureté en art. Une île où le terrain lui-même chuchote des histoires, où le sel n'est pas simplement un minéral, mais le fondement de l'identité collective et de la dignité. Ici, le pouvoir ne se mesure pas par les armes, mais par la capacité à résister sous une chaleur abrasive et l'isolement maritime. Ce n'est pas le corridor géographique que vous entendez dans les informations. C'est un univers surréaliste où la nature et l'histoire entrent en collision, générant quelque chose de singulier sur la planète. Le golfe Persique, par n'importe quelle évaluation écologique conventionnelle, constitue un environnement où les systèmes de corail ne devraient pas prospérer. Les températures de l'eau en été atteignent régulièrement 35 degrés Celsius, un indice auquel les coraux, dans pratiquement toute autre région de la planète, souffrent d'un blanchissement massif et de la mort, incapables de soutenir les algues symbiotiques qui leur confèrent de la couleur et la majorité de leurs besoins nutritionnels. Les récifs entourant l'île d'Ormuz et les îles périphériques du détroit ne survivent pas seulement à ces températures. Au cours de milliers d'années d'exposition aux cycles thermiques extrêmes du Golfe, ils ont développé une tolérance à la chaleur qui représente l'un des cas les plus extraordinaires d'évolution adaptative dans toute la biologie marine moderne. Ces coraux portent codifiées dans leur biologie des connaissances sur la façon dont les systèmes de récifs peuvent exister, où la persistance devrait être impossible. Pour les communautés de plongeurs, de biologistes marins et de pêcheurs qui travaillent en relation avec les récifs du détroit, leur existence constitue simultanément une ressource et un point de référence existentiel. Les récifs soutiennent plus de 700 espèces de poissons, fournissant des protéines aux communautés côtières sur toute la côte nord du Golfe. Leur présence délimite où les poissons s'agglomèrent, où les filets sont lancés, où les zones de pêche traditionnelles ont été maintenues à travers les générations. Les récifs du Golfe sont devenus résistants à la chaleur à travers des milliers d'années d'exposition thermique qui éliminaient les individus moins résilients, laissant comme survivants ceux dont la physiologie pouvait accueillir l'extrémité. C'est l'évolution se produisant dans un temps visible et compréhensible. La menace contemporaine, cependant, progresse plus rapidement que l'adaptation ne peut suivre. La contamination pétrolière du trafic des pétroliers, le ruissellement du développement côtier et les activités militaires dans les zones de récifs imposent des pressions pour lesquelles aucun ajustement biologique n'existe. Des endroits comme ces récifs nous rappellent que la survie n'est pas une métaphore, c'est un mécanisme, et les mécanismes peuvent se casser. Le long de la côte méridionale et sud-est de l'île de Keshoum, la forêt Hara couvre approximativement 80 km² de canaux de marée et de plaines de vases en croissance dense d'Avicennia marina, une espèce de mangrove qui a évolué pour être une solution physiologique à l'une des contradictions les plus fondamentales de la nature. Comment grandir dans l'eau qui tuerait pratiquement toute autre plante? Les arbres Hara filtrent le sel à travers leur système racinaire, l'expulsant à travers leurs feuilles en cristaux visibles, se soutenant dans un environnement de salinité pratiquement totale,
à travers un mécanisme biologique affiné à travers des millions d'années. De l'air, la forêt se présente comme un labyrinthe vert foncé pressé contre la bordure bleue du golfe. De l'intérieur, au niveau de l'eau dans une embarcation étroite, c'est quelque chose s'approchant de l'enfermement. La lumière filtrée à travers une canopée dense. Le silence ponctué par le mouvement d'oiseaux qui utilisent la forêt comme halte dans des migrations couvrant les continents. Pour les pêcheurs qui travaillent les canaux haras, la forêt est un système de production, non un sauvage intouché. Elle génère les conditions nutritionnelles qui soutiennent les populations de crevettes et de poissons dans le golfe environnant, fonctionnant comme une pépinière pour les espèces qui finissent par se déplacer vers l'eau plus profonde et vers les filets de pêche. Les communautés qui ont pêché ces canaux à travers les générations ont développé des modèles de récolte calibrés au rythme saisonnier de la forêt, extrayant sans dépasser ce qu'elle peut régénérer. La forêt hara est devenue si dense à travers les siècles de cycles de marée ininterrompus, dans un golfe qui jusqu'à récemment était relativement libre de pression industrielle. Aujourd'hui, elle fait face à la contamination pétrolière du trafic des pétroliers, à des températures d'eau en augmentation qui stressent les arbres, et à une fréquence croissante d'événements de chaleur extrême. Ce qui se passe lorsque la pépinière d'une mer est compromise n'est pas une abstraction environnementale. C'est l'élimination directe d'un système alimentaire auquel les communautés côtières dépendent pour leur survie quotidienne. Des endroits comme celui-ci nous rappellent que l'infrastructure essentielle est souvent la moins visible. Émergeant du golfe Persique, approximativement 8 km de la côte de Bandar Abbas, l'île d'Ormuz s'étend à travers approximativement 45 km² de certains des terrains géologiquement les plus théâtraux de la planète. Et pourtant, elle est inséparable, à la fois géographiquement et en conséquence du corridor étroit d'eau qui l'entoure. Un passage mesurant seulement 33 km à son point le plus serré, à travers lequel l'architecture énergétique de la civilisation moderne s'écoule chaque jour sans pause ou garantie. Les montagnes de l'île ne font pas simplement exister, elles performent. Stratifiées en bandes d'oxyde ferreux rouge, de soufre jaune, de sel blanc et de violet, empilées en formations qui reflètent 570 millions d'années de compression, de soulèvement et de transformation minérale sous un soleil qui ne permet aucune ombre pour adoucir ce que la roche essaie de communiquer. Tandis que ci-dessous, des superpétroliers de la longueur de 4 pâtés de maisons urbains se déplacent à travers des routes de navigation atteignant à peine 3 km de largeur dans chaque direction, transportant approximativement 21 millions de barils de pétrole brut quotidiennement, représentant 20% de toute l'offre énergétique mondiale. Leur sillon perturbe la même côte riche en fer, où l'île saigne son écoulement minéral rouge lentement et sans hâte dans le golfe. Pour les personnes qui vivent à l'intérieur de cette réalité double, ni la géologie ni la géopolitique ne se registrent comme extraordinaires. La même argile riche en fer qui colore la côte, connue localement sous le nom de galac, est incorporée dans le régime alimentaire local, mélangée dans une sauce appelée surak, pressée en pain aplati, commercialisée comme assaisonnement à travers la côte méridionale. Tandis que les pilotes maritimes et les pêcheurs de petites embarcations qui partagent les corridors encombrés du détroit traitent le passage non comme symbole de tension mondiale, mais comme environnement de travail défini par le tirant d'eau et la vigilance particulière nécessaire quand la survie dépend de lire l'eau correctement. C'est un endroit où la relation humaine la plus intime avec le paysage, pressant les minéraux de la terre en nourriture, naviguant ses eaux par la connaissance héréditaire, coexiste avec la dépendance mondiale plus abstraite, où le soutien communautaire quotidien et la stabilité financière d'économies entières occupent la même géographie étroite sans jamais vraiment se reconnaître l'une l'autre. Ormuz s'est converti dans cette contradiction en couches à travers des processus opérant à des échelles entièrement différentes. La tectonique du dôme de sel et l'érosion désertique qui ont produit les couleurs impossibles de l'île à travers des centaines de millions d'années,
est la coïncidence de la géologie et de l'Empire qui a formalisé le détroit comme goulot d'étranglement quand la civilisation industrielle a construit son infrastructure énergétique autour des réserves du Golfe. Aujourd'hui, les deux pressions s'intensifient simultanément. Les sols fragiles de l'île et l'eau douce limitée se tendant sous le poids de l'attention que sa puissance visuelle a attirée, tandis que le détroit transporte non seulement du pétrole, mais l'anxiété composée de chaque économie dépendant de sa permanence ouverte. Des endroits comme celui-ci nous rappellent que la beauté la plus vivide du monde et la stabilité la plus fragile ont toujours eu plus en commun que ne le suggère le gros titre ou la carte postale. S'étendant approximativement 140 km le long de la bordure septentrionale du détroit, Keshoum est la plus grande île du golfe Persique. Marquée par le sel, polie par le vent et portant son échelle sans grandiosité. Les températures dépassent régulièrement 46 degrés Celsius en été, et l'humidité s'élevant du golfe fait que l'air semble être quelque chose de moins respiré que quelque chose de porté contre la peau sans consentement. Pour les personnes qui vivent ici, cette extrémité est le principe organisateur de tout. La journée ne suit pas l'horloge, elle suit la chaleur. Avant l'aube, quand l'air libère brièvement son emprise, l'île s'instigue dans une activité concentrée. Les pêcheurs poussent les embarcations avant que l'eau ne commence à scintiller. Les marchés se vident avant que l'ombre ne disparaisse. Et au début de l'après-midi, Keshoum ne ralentit pas. Non par paresse, mais par la compréhension générationnelle que certaines heures appartiennent entièrement au soleil. La vie reprend en fin d'après-midi avec l'intensité d'une communauté qui a appris à comprimer son existence dans les marges que le climat permet. Les maisons s'orientent pour capturer le vent nord-ouest. Les murs sont épais par la masse thermique, non la grandiosité. L'eau est gérée avec une discipline qui survit à la pénurie qu'il a originellement créée. Keshoum s'est devenu de cette façon à travers des forces tectoniques qui offraient à ses habitants pratiquement rien facilement et demandaient en retour une qualité d'attention qui ne laissait aucun espace pour l'abstraction. Le long de la côte nord-ouest de Keshoum, le village de Loft s'élève de l'eau en une configuration qui suggère avoir été construit non tant sur la terre que contre elle. Les maisons empilées de pierres de corail et de briques de boue se pressent proches les unes des autres avec une ligne d'horizon interrompue à des intervalles irréguliers par les formes verticales des tours de vent ancestrales. Leur bouche ouverte, orientée vers la brise dominante avec une précision qu'aucun instrument n'a guidée. Ces structures, dont certaines ont plus de 1000 ans, sont la solution de la région aux problèmes qu'aucune ingénierie moderne n'a d'abord résolus. Comment rendre l'intérieur d'un bâtiment habitable quand l'air extérieur atteint 50 degrés Celsius et la ventilation conventionnelle est impossible? Pour les familles qui vivent à l'ombre de ces tours, leur fonction n'est ni historique ni décorative. Les tours fonctionnent. Elles canalisent l'air plus frais d'en haut, le niveau du plafond descendant, à travers un système de déflecteurs internes, produisant un différentiel de température intérieure de 8 à 11 degrés Celsius, sans électricité, sans maquinerie et sans maintenance, au-delà de la réparation périodique de ces canaux de briques de boue. Ce n'est pas une technologie primitive, attendant une amélioration. C'est une technologie parfaite, évoluée à travers des siècles d'itérations par les communautés pour qui l'échec signifiait la mort par la chaleur. Les 366 puits anciens de Loft racontent une histoire parallèle. Un système de gestion de l'eau planifié de telle sorte que chaque puits n'était utilisé qu'une seule fois par an en rotation, préservant les réserves d'eau douce dans un environnement qui a généré pratiquement rien de son propre. Ce niveau de réflexion systémique intégré dans l'infrastructure du village n'est pas un génie romantique. C'est le résultat de la pression de survie soutenue à travers les générations. Dans les chantiers navals le long de la côte de Keshoum et de la côte d'Ormuz, les hommes construisent des embarcations océaniques en bois en utilisant une méthode qui n'a pas de forme écrite. Le lange, embarcation traditionnelle en bois du golfe Persique, capable de transporter du fret à travers l'eau ouverte,
reconnu par l'UNESCO comme un élément du patrimoine culturel immatériel, est construit entièrement à partir de la mémoire spatiale accumulée de ses constructeurs transmise de père en fils à travers la démonstration et la répétition plutôt que la spécification et le diagramme. Les courbes de la coque, l'angle de la quille, le placement de chaque membre structurel est maintenu non sur papier, mais dans les mains qui ont senti le bois suffisamment de fois pour comprendre ce qu'il fera sous la contrainte en mer. Pour les hommes qui construisent le linge, ce processus n'est pas un acte de préservation culturelle, c'est un commerce. Les embarcations sont destinées à fonctionner, à transporter du poids, à survivre aux tempêtes saisonnières du Golfe et à naviguer dans ces eaux côtières peu profondes. Le fait que la connaissance nécessaire pour les construire n'existe nulle part, sauf dans les corps d'un nombre décroissant d'artisans, n'est pas quelque chose qui se registre comme une crise jusqu'à ce que le nombre devienne trop petit pour être soutenu. La tradition du linge s'est développée en réponse à la géographie commerciale du Golfe, des embarcations prévues spécifiquement pour ces profils de profondeur, ces modèles de vent et ces réseaux de fret qui connectaient autrefois Ormuz au port à travers l'océan Indien. Les Portugais ont documenté leur construction au XVIe siècle. Elles sont toujours construites aujourd'hui par la même méthode. La menace contemporaine est institutionnelle. Les nouvelles normes internationales de sécurité maritime exigent des certifications que les embarcations traditionnelles en bois ne peuvent pas facilement obtenir, et les sanctions économiques affectant les réseaux commerciaux iraniens ont réduit la viabilité économique du métier de manière significative, dans une île où les températures d'été rendent l'extérieur un environnement véritablement hostile et où des siècles de commerce maritime ont amené des cultures à travers l'océan Indien au contact soutenu avec les communautés locales, les femmes d'Ormuz ont développé une forme de vêtement qui est parmi les plus immédiatement frappantes de la région du Golfe et parmi les plus constamment incomprises. Leurs pièces sont denses de couleurs brodées, d'or profond, de cobalt et de cramoisi, appliqués au tissu en des modèles qui maintiennent une signification régionale et familiale spécifique, portés comme contraste visuel direct à l'esthétique austère des traditions de vêtements islamiques plus intérieures. Au-dessus de cela, le masque borukai, une couverture faciale structurée de tissu brodé ou de cuir couvrant le nez et les yeux tout en laissant le visage inférieur exposé, fonctionne simultanément comme protection solaire, marqueur d'identité et signal social pour les femmes qui portent le boruka. Ce n'est pas un symbole de contrainte, sa fonction originale était environnementale. Le soleil du Golfe reflété de l'eau salée crée un niveau d'exposition aux rayons ultraviolets qui, sans protection, endommagent la peau gravement au cours d'une vie de travail externe. Le masque s'est développé comme une barrière pratique couvrant les surfaces faciales les plus exposées. À travers les générations, sa forme est devenue codifiée. Le motif et la construction du boruka d'une femme communiquent son état matrimonial, son origine régionale et, dans certaines communautés, sa lignée familiale. Il est devenu un texte lisible pour ceux qui savaient le lire. Le boruka est maintenant en danger, non pas par la répression, mais par le retrait tranquille de la connaissance qui lui donne un sens. Les jeunes femmes dans les villes côtières progressivement choisissent des alternatives. Les artisans qui produisent les masques représentent une pratique avec moins de praticiens à chaque décennie. Des endroits comme celui-ci nous rappellent que ce qui semble de l'extérieur comme une tradition esthétique est souvent de l'intérieur une technologie de survie façonnée au fil du temps, en quelque chose qui porte plus que sa fonction originale. Accessible uniquement par la mer, disposé contre le paysage dramatique fjordé de la péninsule de Musandam du côté omanais du détroit, approximativement 40 km de la côte iranienne à travers l'eau ouverte, le village de Kumsar occupe une position d'isolement géographique si profond qu'il a développé quelque chose que pratiquement aucun autre endroit sur Terre ne possède, une langue qui n'appartient à aucun autre endroit. Le Kumari est une langue parlée, construite à partir de fragments de persan, d'arabe, de portugais, d'hindi et de diverses autres langues accumulées à travers des siècles de contact avec des marchands passants
des marins et des occupants qui traversent le détroit sans rester. C'est, en termes linguistiques, un dossier fossile de toute l'histoire commerciale du Golfe, comprimé dans la parole quotidienne de quelques centaines de personnes sur une falaise au-dessus de la mer. Pour les résidents de Khumzar, leur langue n'est pas une curiosité. C'est comment ils pensent. L'isolement physique du village, accessible en été par un voyage en bateau d'approximativement 1 heure de la route la plus proche et occasionnellement inaccessible pendant les périodes d'eau agitée, a historiquement protégé à la fois la communauté et sa langue des pressions homogénéisatrices qui ont dissous des hybrides linguistiques similaires ailleurs. Chaque été, quand les températures dans la baie enclose s'élèvent à des niveaux qui rendent le village temporairement inhabitable, la communauté entière se relocalise ensemble. Maintenant, un modèle de migration collective qui a probablement été en pratique à travers les siècles. Khumzar s'est devenu de cette façon à travers le rôle du détroit en tant que corridor de transit. Chaque civilisation qu'il a traversée a laissé des traces dans le vocabulaire de ceux qui les ont observés partir. La menace contemporaine est générationnelle. Les jeunes Khumzaris se déplacent progressivement vers Kassab ou Muscat pour le travail et l'éducation. Et les conditions de connectivité modernes, lorsqu'elles atteignent les endroits isolés, tendent à dissoudre. Des endroits comme Khumzar nous rappellent que le langage n'est pas simplement un moyen de communication, mais un registre de chaque force qui a façonné les personnes qui le parlent. Le détroit d'Ormuz est un endroit qui, par n'importe quel compte rationnel du confort ou de la prévisibilité, ne devrait pas soutenir la vie qu'il soutient. Un corridor trop étroit pour le poids qu'il porte. Une île trop minérale étrangère pour l'agriculture conventionnelle. Une mer trop chaude pour le corail qui, malgré cela, grandit en elle. Et un ensemble de communautés trop isolées, trop exposées et trop pressées par des forces entièrement au-delà de leur contrôle pour avoir produit ce qu'elles ont produit. Des langues montées à partir des ruines des empires passants. Des systèmes architecturaux qui refroidissent les bâtiments de pierre sans électricité. Des cultures alimentaires dessinées directement à partir de la géologie sous leurs pieds. Et une connaissance de la mer si précise qu'elle n'a jamais été écrite parce qu'elle n'avait pas besoin de l'être. Conforme que le monde se déplace vers un futur défini moins par la stabilité que par la pression, par la chaleur, par la pénurie de ressources, par l'effondrement des certitudes qui ont toujours été plus fragiles qu'elles ne l'ont semblé, Ormuz commence à se sentir non comme un cas extrême, mais comme une préversion. Un endroit où les conditions que le reste du monde commence seulement à affronter ont été des termes ordinaires d'existence à travers les siècles. Les personnes qui vivent ici n'ont pas attendu que la crise commence avant d'apprendre à se durcir contre elle. Et la question que ce lieu laisse ouverte tranquillement sans instruction est si nous prêtons attention. Ceci n'est pas une histoire qui se termine au détroit. À travers le monde, il existe des endroits façonnés par la même logique. Des endroits qui ont toujours su que la stabilité n'a jamais été promise à personne. Et des endroits qui suggèrent que ce voyage vient seulement de commencer.